Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous nous faire rafler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Les premières grandes courses de la saison vont arriver avec ce week-end les Strade Bianche et surtout les deux premières grandes courses par étape, à savoir Paris-Nice qui démarrera ce dimanche et Tirreno Adriatico qui démarrera ce lundi en Italie. On va donc dans ce podcast analyser et regarder ce qui pourrait se passer sur ces deux courses qui se déroulent en simultané, bien évidemment, avec un plateau côté français, avec notamment Primož Roglič, Remco Evenepoel, on y reviendra, et côté italien, notamment Jonas Vingegaard. On va donc regarder ça, pas uniquement avec le classement général, bien évidemment, avec aussi ce que pourraient faire nos coureurs français, puis on finira par un petit prono sur les Strade Bianche qui sont ce samedi. On va voir tout ça avec nos trois consultants du jour. Johan pour commencer, salut Johan. Salut Mathieu. On est aussi avec Anselme, salut Anselme. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et on termine l'équipe avec Titouan, salut Titouan. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et bien voilà, vous avez le programme, attention au départ à Chasse Patate, c'est parti. Alors déjà pour commencer, première question introductive, on va dire comme ça, puisqu'on va parler de Paris-Nice et de Tirreno Adriatico qui se déroulent en même temps. Il va falloir donc choisir un peu la course que l'on regarde parfois. Laquelle des deux, entre Paris-Nice et Tirreno, vous intéresse le plus à suivre sur cette semaine ? Alors je suis pas sûr. Par exemple sur le forum, on a le vote des courses de l'année. Il y a eu plusieurs fois Paris-Nice, il n'y a jamais eu Tirreno, donc j'espère qu'il n'y a jamais eu Tirreno, sinon c'est une bêtise, mais il y a quand même une appétence pour Paris-Nice qui est quand même beaucoup plus marquée, où on sait que ça peut bouger un peu partout, il peut y avoir des bordures, qu'il peut y avoir des courses de mouvement de loin. Tirreno, tu as régulièrement une très belle étape qui est sur la course. Ça arrive souvent qu'il y ait vraiment une étape qui soit super, mais généralement la course est quand même beaucoup plus classique et maîtrisée. Là où Paris-Nice, c'est vraiment le bazar et c'est vraiment des belles courses, souvent des plus belles courses de la saison. Titouan, est-ce que tu partages la vision de Johan, Paris-Nice, une course généralement plus animée ? Complètement. Moi en plus en tant que fan, j'ai une grosse appétence pour les Flandriennes et c'est souvent là où tu as quand même davantage les conditions un peu flahutes avec du vent, que ce soit dans les plaines de l'Île-de-France ou dans les plaines du centre avec des bordures. Donc c'est souvent sur ce côté-là que c'est un peu plus intéressant que Tirreno. C'est un schéma assez classique avec soit pour les sprinters, soit pour les punchers, soit pour les grimpeurs, tout simplement. Un peu plus stéréotypé comme schéma. Après cette année, au niveau parcours et start list, les deux se valent, surtout que Tirreno cette année a un parcours pas trop mal, je trouve. Donc j'attends de voir les deux, mais Paris-Nice me hype pas mal, notamment avec le gros duel de favoris qui s'annonce entre Roglič et Remco. Alors on va terminer ce tour de table avec Anselme, est-ce qu'on va faire un carton plein pour Paris-Nice ? Moi je suis quelqu'un de très classique, hein. J'aime bien Tirreno. Mais c'est surtout, ça a longtemps été plus une question de start list que de parcours en soi. Et à l'époque où je préférais voir Quintana, Contador, tout ça sur Tirreno que de regarder Paris-Nice. Après, c'est vrai que notamment sur les premières étapes, Paris-Nice ça propose souvent plus de choses. Mais c'est dommage qu'il n'y ait plus le chrono par équipe sur Tirreno que j'aimais beaucoup. Il n'y est pas cette année, hein, si je dis pas de conneries. Oui, on a juste le contrôle individuel de 10 km. C'est ça. Là où à une époque, t'avais un chrono par équipe plus le chrono individuel. Et j'aimais bien ce format-là. Après, cette année, je préfère la start list de Paris-Nice. Mais après, les deux courses sont très sympas à suivre. Qu'est-ce qui t'attire plus dans la start list de Paris-Nice par rapport à celle de Tirreno ? En fait, le problème de Tirreno, c'est qu'il y a un coureur qui risque de un peu tuer le suspense. Enric Mas ? Ouais. Si seulement.
Non, c'est pour ça. Après, non, et puis. Non, mais il y a un certain j'ai hâte de Jonas voir ce que va Vingegaard faire, qui sera sans Tadej Pogacar, parce que Pogacar reprendra sa saison à Strade Bianche, mais ne devrait pas être au départ de Tirreno. Et puis j'ai un peu hâte de voir ce que va faire le Roglic façon Bora cette année. D'autant que, enfin, le Roglic, Almeida, Evenepoel, ça fait quand même déjà un joli trio pour une, je vais dire première course pour le tour, non, parce qu'il y a eu le Down Under, mais. Et le Tour des Émirats Arabes Unis. Ouais, enfin. Alors on est passé à 2 secondes d'une victoire d'une équipe française quand même, Anselme. 2 secondes, ouais. Sur des bonifs. Ils en échappaient sur une étape de plaine. Ouais, alors que Lennart Van Helvelt y était allé, alors que son équipe disait bah, qu'est-ce que tu fous devant ? On va aller prendre des bonifs. Ah bah très bien. Bref. On va revenir donc à Paris-Nice. Bon, vous avez l'air plutôt enthousiasmé par Paris-Nice que par Tirreno, alors je vous propose de commencer par Paris-Nice. Donc, déjà, votre favori, alors Anselme a évoqué 3 principaux coureurs, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Joao Almeida. Tiens, Anselme, pour commencer, juste comme ça, ton pronostic sur ton favori numéro 1, si tu devais en isoler. Primoz Roglic. Ok. Johan Remco Evenepoel. Voilà. Et Titouan pour départager entre Roglic et Evenepoel ou un petit Almeida? David Gaudu. Non, Primoz Roglic. Sérieusement. J'aimerais dire Gaudu, mais avec le chrono, avec le parcours, Roglic. Voilà, donc on est à 1-2-1 pour Primoz Roglic. Alors on reviendra à David Gaudu un petit peu plus tard, quand on évoquera les chances françaises, hein, parce que David Gaudu ne sera pas le seul français au départ, bien évidemment. Mais donc, Anselme, Titouan, je vais laisser qui veut prendre la parole en premier sur Primoz Roglic. Pourquoi Primoz Roglic davantage que Remco Evenepoel si on devait faire un duel entre les deux, entre le Slovène et le Belge? Bah moi je dirais Roglic déjà parce qu'il a un encore plus gros collectif que Remco, même si Remco sera quand même très bien accompagné. Je sais plus exactement qui il a avec lui, mais Roglic, il a Vlasov quand même comme lieutenant, ce qui est quand même pas mal, ce qui est niveau au moins podium top 5 de Paris-Nice. Roglic en général, il est très bon sur tous ses objectifs. Paris-Nice, c'est une course qui l'affectionne quand même assez, enfin où il a brillé déjà, même s'il a gagné qu'une fois. Ouais, ça a été un petit peu compliqué. Il y a une édition qu'il a gagnée, une édition qu'il a failli gagner. Il a tout perdu le dernier jour. Ouais. Mais ouais, non, c'est vraiment au niveau du collectif. Je pense que quand il a, en plus de Vlasov, il a, je regarde très rapidement la start list là. Oui, on a Bob Jungels, Matteo Sobrero, Nico Dens aussi qui sont annoncés du côté de la Bora-Hansgrohe. Parce qu'il faut quand même s'y faire au fait que Primoz Roglic n'est plus chez Jumbo-Visma, il est chez Bora-Hansgrohe. Ça sera d'ailleurs sa première course sous ses nouvelles couleurs cette saison. Alors que Remco, bon, lui de son côté, il a Van Wilder et Vervac en montagne. Bon, c'est un peu moins solide, même bien beaucoup moins. Donc rien que pour ça. Et puis, je sais pas. Enfin, je vois bien Roglic bien réussir sur les étapes de Sisteron, enfin non, de la Colle-sur-Loup, d'Oron et Nice, quoi. Les 3 dernières, c'est vraiment des pentes qu'il affectionne, des parcours où il a déjà brillé, même si Remco, bon, c'est quand même aussi des parcours. Il est mauvais sur aucun parcours. Et voilà, Roglic, je le sens bien là-dessus. Et surtout j'ai souvenir de sa première étape sur le Paris-Nice, je crois que c'était 2022, où il avait été lancé par toute la Jumbo et je le vois bien retenter de gagner des secondes sur ce genre d'étape cette année aussi, sur les étapes un peu intermédiaires, on va dire. Johan, si tu devrais défendre Remco Evenepoel par rapport aux arguments qu'a avancé Titouan pour mettre en valeur Primoz Roglic sur ce Paris-Nice, qu'est-ce que tu dirais? Pourquoi Remco Evenepoel peut gagner pour toi? Bah, ça parle de gagner des secondes, mais en face, t'as un gamin qui est capable de gagner des minutes tout seul face à un peloton. Sachant que Paris-Nice, enfin, pour moi, Evenepoel, c'est quand même un coureur qui est très typé pour Paris-Nice, qui est capable d'être fort sur la plaine au début, qui est capable d'être fort sur les cols à la fin, et qui est capable de, s'il y a un mouvement de course, d'aller se glisser dedans et d'en mettre une et de finir tout seul et de prendre 40 secondes à tout le monde. Oui, Roglic, il a une grosse équipe, il maîtrise la course, il sait faire. En face, il y a une force brute, à un moment, ça va être compliqué de la tenir tout le long du parcours. Ouais, donc l'argument que mettait en avant Titouan de l'entourage de Primoz Roglic avec notamment Alexander Vlasov, tu penses que Evenepoel à lui tout seul,
Ça suffit, y a pas trop à s'inquiéter. Alors Vlasov, c'est pas l'équipier du siècle, hein. Ça aurait fait un certain autre Belge, jeune Belge. Donc, en plus, Vlasov, c'est sympa dans un col, mais c'est pas forcément l'équipier parfait pour un Paris-Nice non plus. Ah, il se débrouille dans les quand même, il est pas... Ah oui, non, c'est un très bon coureur complet, mais je veux dire, Quick-Step est quand même une équipe qui est très bien typée pour un Paris-Nice. Oui, il faudra aussi faire attention à pas se faire surprendre sur les premières étapes, si jamais il y a des surprises ou quoi. Enfin, je sais pas, si on a une étape un peu folle sur la première étape, des bordures sur la deuxième, je vais pas regarder les conditions météo, ce que ça pourrait donner. Mais comme ça avait été évoqué un petit peu tout à l'heure, Paris-Nice, on est habitué à parfois des coups de Trafalgar un petit peu partout, quoi. Anselme, est-ce que le côté course d'équipe, comme l'évoquait Titouan, peut jouer en faveur de Primoz Roglic avec le fait d'avoir Alexander Vlasov à ses côtés notamment? Bah, moi, je pense que oui, je pense que c'est un de ses points forts. Que ce soit sur les premières étapes, si la course, s'il y a une météo avec du vent ou que la course est décantée, ou dans les étapes après, où le parcours peut permettre une course de mouvement et où avoir des gars, enfin des lieutenants du niveau d'un leader peuvent être peut-être très utiles. Après, Johan disait Evenepoel qui prend des minutes à un peloton. Des minutes à un peloton, j'ai du mal. Enfin là, on parle quand même du peloton de Paris-Nice. Roglic, je le vois pas laisser ou Laborage. J'ai du mal à la voir reprendre 3 minutes s'ils sont tous à rouler derrière Evenepoel. Donc ça m'étonnerait. La seule indication, enfin le seul endroit où Evenepoel pourrait reprendre pour moi vraiment à une trentaine de secondes, où c'est le chrono. Et encore, Roglic reste un bon rouleur, même si ces dernières années c'est un peu moins le cas. Alors juste le chrono, on va rappeler que c'est un contre-la-montre par équipe qui prend des temps individuels, comme on a vu le cas l'année dernière. Donc, ouais, en plus. Mais ça reste de base un chrono par équipe. Pour moi, le Labora, même si c'est pas que des rouleurs, c'est des gars, enfin Van Poppel, tout ça, qui peuvent bien envoyer. Donc c'est vrai que j'avais oublié cette particularité à la con qui nous avait pondu. Quelle idée encore ça. Mais non, pour moi, le parcours, je pense qu'il convient mieux à Roglic, même si les courses d'une semaine sont pour moi là où Evenepoel brillera le mieux avec les classiques, plus que sur les grands tours. Mais je pense que le Slovène a l'avantage sur cette semaine. Et justement, par rapport au parcours, ça va être quoi un peu les clés, là où la course pourrait se jouer de manière plus importante, surtout si on cible entre Roglic et Evenepoel? L'étape de Montbrouilly, si elle avait été en fin de semaine, ça aurait pu être un truc chantier avec. Mais globalement, je pense que l'étape de Nice, comme on l'a vu à l'époque, c'était autour des années 2016 et quelques, avec Contador, Henao, Marc Soler, tout ça, ces années-là, où si l'écart n'est pas énorme entre les deux, tout peut être chamboulé. Après, devant, avant, ça dépendra du scénario de la course. Mais c'est pas forcément des profils propices à de gros écarts hors situation particulière. La colle Saint-Loup, quand même, t'as une bosse loin de l'arrivée où ça peut exploser, où tu peux te retrouver dans une configuration où t'as des groupes ou des coureurs qui se barrent de loin. Et c'est quand même très récurrent dans le cyclisme d'aujourd'hui. Donc. Ouais, mais est-ce que c'est un endroit où Evenepoel peut Roglic et inversement, enfin, j'ai du mal à aussi. Sur le plat. Enfin, ouais. Bah oui. Roglic, c'est pas Lenny Martinez non plus. Hein. Ouais, mais Remco, il a pas réussi à lâcher Roglic. Enfin, j'ai pas souvenir de Remco qui lâche Roglic depuis l'année dernière. L'année dernière, sur le Tour de Catalogne, il a pas réussi à le lâcher. On a vu sur le Tour d'Algarve qu'il se faisait bolos au sprint par Martinez. Moi, je suis pas hyper confiant pour Roglic. Hein. Enfin, pour Roglic, pour Evenepoel. C'est un lapsus révélateur, Anselme. Non, moi, je suis... Après, justement, vous évoquiez un peu les dernières oppositions entre Roglic et Evenepoel. J'avais en tête justement ce Tour de Catalogne l'année dernière où il trustait les 2 premières places. Et alors, certes, le parcours est pas le même, mais qu'à chaque fois, il se contentait limite de faire les sprints à l'arrivée et qu'il se passait pas grand-chose. Est-ce qu'on risque pas de se retrouver avec un scénario un peu similaire où finalement ils réussissent à se détacher du reste
et simplement se faire le sprint à l'arrivée? Ah bah, c'est possible. C'est possible. Après, c'est pas la même course dans le sens où Catalogne, tu fais la course. Enfin, c'est rare que tu aies des mouvements de course de peloton. Le dernier gros, ça avait peut-être été Almeida Carapaz et Guita? avec Carapaz Guita, oui, qui avait fait un truc sympa, mais sinon, c'est quand même très standard. Le Paris-Nice, t'as quand même beaucoup de baroudeurs qui viennent se mêler au truc et qui viennent te péter le peloton des fois sans que les leaders soient vraiment impliqués dans la chose. Donc après, que réagir par rapport à ça, c'est pas la même chose que faire la course et vouloir faire péter la course non plus. Après, je vois pas Roglic attaquer de loin. En général, de toute façon, soit Evenepoel il bouge, soit Roglic il va essayer de se contenter de gérer, quoi. Ouais, donc justement, t'imagines un Remco Evenepoel plus entreprenant et qui serait, en prenant l'initiative, en mesure de distancer Primož Roglic, en mesure de le surprendre à certains moments? Bah, pour moi, oui, je l'imagine bien comme ça. Je l'imagine bien un moment avec la fatigue d'un peloton, le Remco qui attaque et puis qui tente des trucs. Ça me surprendrait pas du tout qu'il le fasse. Bon, est-ce qu'en tout cas, entre les deux, ça devrait être serré, à votre avis, comme ça? Parce que vous hésitez entre Roglic et Evenepoel, enfin, on est sur un 2-1, donc ça se dirige peut-être plutôt vers un duel entre les deux? Je sais pas, en vrai, vu le parcours, je suis pas sûr. Un Almeida, un Bilbao, un truc comme ça. Bilbao, s'il savait gagner, ça serait. Ouais, mais gagner tu vois, des courses enfin, par étapes. Mais... il sera pas loin. Bon, il s'est Oui, gagné il sera pas Bilbao loin. quand même. Oui, mais les courses par étapes, c'est pas. Enfin, mais Ah oui, non, les Bilbao, courses oui, par étapes, non, ouais. Pour une étape, oui, mais mais Bilbao a l'air très bien, oui. non, tu vois, même un Rodriguez ou des trucs. Enfin, je pense pas que les écarts seront vraiment énormes, sauf bordure ou trucs comme ça. Ou peut-être Félix Gall pour. Bah, en vrai, Félix Gall, je me dis, le chrono est pas si handicapant que ça. Et il est pas trop mauvais, il est pas mal en forme. AG2R performe bien, donc pourquoi pas, hein. Le lag, chez Evenpool, ça me paraît quand même. Il y a un monde quoi entre les deux. Enfin, le problème, c'est que Sur la dernière étape du Tour de France, le monde était plus tellement là. les vérités de juillet sont pas les mêmes, sont pas celles de mars quoi. L'année dernière, il y avait il rivalisait avec Pogacar et Vingegaard quoi. Après, Donc, oui, il y a aussi l'aspect qu'on est sur une course de début de saison. Typiquement, un Primož Roglic n'a pas encore couru cette saison. On a peut-être un peu des incertitudes sur les états de forme, même si on devrait pas trop avoir de grosses surprises non plus. Mais donc, ça, Roglic et Evenepoel, faut pas les voir trop au-dessus de la meute non plus. Si j'en conclus ce que vous dites. Moi, je pense pas. Enfin, au max, il y aura peut-être une minute sur le deuxième. Enfin, sur le premier des autres. Mais moi, enfin, ça peut jouer à coup de seconde, je pense, hein. Et est-ce qu'on peut se retrouver, comme on a vu l'année dernière, David Gaudu qui s'était mêlé au milieu du binôme Pogacar-Vingegaard, est-ce qu'on peut avoir un coureur qui vient comme ça s'immiscer dans un peu ce duo, ce binôme qu'on imagine entre Primož Roglic et Remco Evenepoel, si on a un en particulier peut-être? Bah, pour moi, Almeida. C'est toi? je dirais Almeida ouais aussi, voire Gall. Allez, soyons fous. Et Johan, est-ce que Almeida c'est un peu le troisième larron qu'on distinguait au départ de ce Paris-Nice? Ouais, enfin, Almeida, on le cite tout le temps et puis il est jamais incroyable. Donc, je sais pas, Almeida, je suis pas sûr. Moi, limite, j'ai envie de citer, comment il s'appelle Skelmose, qui va peut-être être pas mal. Ah oui. Ouais. Enfin, il a pas été impressionnant. Enfin, il était fort sur sur les faunes classiques, là, mais pas impressionnant non plus au point de Ouais, mais jouer au niveau de. Oui, mais c'est aussi un coureur qui est très bon sur les courses par étapes, qui récupère bien, donc c'est pas un mauvais timing pour arriver bien sur Paris-Nice non plus. C'est vrai qu'il a gagné le Tour de Suisse. Et du côté français, est-ce qu'on peut avoir des espérances particulières, en tout cas dans cette lutte pour le général? Pour moi, Godu, après sa saison dernière, faut qu'il joue le général s'il veut pas être dépassé par ceux qui arrivent derrière. Par ceux qui arrivent derrière, c'est-à-dire? Bah, dans son équipe, enfin, il y a des jeunes qui arrivent derrière qui performent à fond. Godu a eu un début de saison, un très bon Paris-Nice l'année dernière, et puis il y a eu de l'extra sportif un peu moyen. Il fait un Tour de France très moyen. Pour moi, cette saison, il doit se relancer, enfin, et il doit vraiment se remettre dedans sur la route, parce que sinon, on peut dire qu'il sera plus qu'un bon grimpeur et pas un leader.
Donc ça serait quoi un peu ton objectif, tes espérances pour David Gaudu sur ce Paris-Nice? Bah, pour moi, il doit jouer le top 5 et être à la lutte avec, aller au mieux en second rideau à une petite distance des leaders sur les arrivées difficiles. Donc Godu, il doit se relancer, mais il doit faire moins bien que l'an dernier, c'est ça? Bah non, mais parce que il doit se relancer, mais l'an dernier c'était différent. Là, pour moi, c'est impensable qu'il soit au niveau de Roglic ou d'Evenepoel. Mais Oui, ça, il faut qu'il arrive à faire un résultat correct, genre un top 5 podium max, parce que sinon, pour moi, c'est, je vais pas dire le début de la fin, mais c'est que bon, le Godu qui joue la gagne sur un grand tour, il fera jamais mieux que sa 4e place. Ça y est, déjà le début de la fin, David Gaudu n'a pas encore 28 Ouais. ans et c'est déjà fini. Ah bon, on en a vu régresser avant ça. Johan, pour toi, David Gaudu, c'est objectif podium pour être dans la continuité de ce qu'il a pu faire l'année dernière? Oui, bah de toute façon, je pense qu'avec son statut actuel, il doit arriver sur chaque course par étape, World Tour ou pas World Tour, et se dire je vais faire podium à minima. Je sais pas s'il a les jambes pour viser ça en ce moment, parce qu'il n'a pas rassuré non plus incroyablement sur la dernière course espagnole qu'il a faite. Mais en tout cas, oui, il doit arriver au départ en se disant vas-y, je vais faire le podium. L'année dernière, il se battait avec Vingegaard et Pogacar, qui sont des plus gros calibres que Roglic et Evenepoel. À un moment, faut pas avoir de complexe non plus. Parce que, juste pour repréciser un peu son début de saison à David Gaudu, bon, il avait fait 6ème de la Classique VAR au Montfaron, qu'avait remporté Lenny Martinez, et il avait aussi participé au Grand Camino dans des conditions climatiques désastreuses. On n'a même pas vu la dernière étape. Et justement, il avait pris un gros éclat sur la dernière étape, ce qui fait qu'il termine 18ème au général, à 5 minutes de Jonas Vingegaard. Il finit derrière les premiers Oushkatel, hein, c'est pour dire. Du coup, Anselme, ça te rassure pas ce début de saison pour David Gaudu? Bon, non, mais après, au Grand Camino, c'était tellement particulier. C'est compliqué on a une étape qui a été annulée, d'autres qui ont été raccourcies, la météo était catastrophique, et puis c'était Vingegaard versus le reste du peloton, donc c'est difficile de tirer des conclusions sur une course où il y a 2 reprises et où t'as un gars qui survole autant le reste du plateau. J'aurais bien aimé le voir, j'allais dire sur le Tour d'Andalousie, 5 bandes de chrono, ça aurait rien changé. Mais en Algarve ou sur un truc comme ça, il avait gagné là il y a 2 saisons, je crois. Mais on va voir. Et j'espère pour lui qu'il sera capable de belles choses sur ce Paris-Nice. Titouan, David Gaudu, qu'est-ce que tu en attends de ton côté? Rien. Absolument. Non, mais pour la simple C'est le meilleur raison- moyen d'être content, alors. Non, mais j'aime beaucoup, mais je suis réaliste parce que de ce que j'ai vu sur le forum, son entraîneur a confié au Telegram qu'il avait son pic de forme qui allait un peu plus tard, donc plutôt pour Ardennes, Pays Basque, enfin Pays Basque, Ardennes plutôt. Et donc je pense qu'il sera moins flamboyant que l'année dernière à cette même période. En plus, là, on a bien vu les signaux au Grand Camino. C'est pas non plus. Tu fais 18e au Grand Camino, c'est top 30 Paris-Nice. Enfin, vraiment, vu la start list, bon, c'était pas glorieux. Donc, bon, je pense pas qu'il va faire quelque chose de fou. Un top 5, ce sera très bien. Mais je vois pas dans quel monde il peut battre Almeida, Roglic, Remco. Voilà, enfin, vraiment une élévation de niveau de folie en même pas 10 jours. Ce à quoi je crois difficilement. Mais il y a un côté où, dans la mesure où c'est pas vraiment son principal objectif de la première moitié de saison, ça serait pas trop inquiétant non plus. Il faut plutôt regarder vers la suite de la saison pour David Gaudu. C'est ça. Je pense qu'il faut pas en attendre des choses énormes sur ce Paris-Nice. Il va être mis dans des bonnes conditions par son équipe, ça y a pas de souci, et je pense qu'il fera le meilleur résultat possible. Et d'autant qu'il n'y a pas non plus de grosses étapes de montagne où il peut se prendre une craquante. Mais bon, j'ai mes réserves sur lui. Côté français, je serais plus curieux de voir ce que fait aux côtés de Félix Gall Aurélien Paré-Peintre. Il est pas trop mal en ce début de saison, le parcours lui convient. Voilà, je pense on peut. Côté français, on peut voir de son côté pour un fond de top 10. Donc tu miserais peut-être limite plutôt sur Aurélien Paré-Peintre, le français mieux classé au général? C'est un pari que je pourrais faire, ouais.
Bon, après, c'est vrai que sur le reste des Français, par rapport au classement général, ça sera un peu plus compliqué, hein, puisque du côté de Cofidis, ça sera Yoannis Aguirre qui va viser le général, et les Français seront plutôt là pour les étapes, comme Brian Cocard ou Benjamin Thomas. Du côté des Arkea, on a Arnaud Desmar pour les sprints. Clément Champoussin, c'est encore pas au niveau qu'on peut attendre pour jouer un classement général sur une course de niveau Paris-Nice, on va dire. Et puis bon, là on a aussi Total Energy qui sera là pour jouer des étapes. Justement, en parlant des étapes, est-ce qu'il y a des coureurs en particulier auxquels pour vous il va falloir prêter attention? Il y a Lascano. Ah, je sens le petit Ouais, fan c'était de un Movistar. Movistar en toi qui s'est réveillé là. Bah ouais, et puis pour une fois, c'est pas non plus trop tiré par les cheveux. Hein. Ouais, il est hyper costaud, il fait un début de saison hyper solide. Ça peut être des courses de mouvement qui peuvent lui convenir, notamment sur les premières étapes. Donc moi, je pense que c'est un coureur qu'il faudra surveiller. Et globalement, même, enfin, il y a d'autres coureurs, que ce soit Cavagna, Barta, Remburu, tout ça, qui sont pas trop mauvais en début de saison. La dynamique est bonne chez Movistar, donc elle a pas vraiment de gars pour jouer le général. Enfin, Guerrero, à la rigueur, un fond de top 10, pourquoi pas, mais j'y crois moyen. Donc je pense qu'elle va vraiment se concentrer sur les étapes, ce genre de choses. Donc, et ils ont les coureurs pour aller chercher de bonnes choses. Alors je mets Lascano, on va dire, en tête de file, mais ça peut être un autre coureur. Ouais, c'est vraiment pour essayer de caser la Movistar sur Paris-Nice. Hein. Bon, Lascano, franchement, c'est pas non plus. Oui, non, C'est oui. possible. Hein. Ah, je sens que son numéro sur la Classica Jaén Paraíso t'a fait plaisir là. Bon, et puis sur Kurn aussi. Faut pas se mentir. Il Pas va mal, gagner en Roubaix. effet. Puis on n'oubliera pas aussi Rémi Cavagna qui sera dans cette équipe Movistar aussi. Faudra faire attention, pourquoi pas. Titouan, de ton côté, notre coureur, même une équipe, hein, de manière plus générale, hein, Anselme s'est lâché, il a cité toute la Movistar. Hein. Non, moi je vais parler de la Jumbo. Allez. J'aurais bien aimé aussi parler de Lee, que je serais curieux de voir sur Paris-Nice. Mais la Jumbo avec Jorgensen pour le général, pour un top 5-10, et surtout le train autour de Koy, je sais jamais comment on prononce. Koy, je crois, ouais. Ouais, Koy, c'est Ouais, mieux. c'est vite. C'est plus sympa à prononcer en français, quoi. Voilà. Ouais. C'est correct. Ouais, Koy, je me demande qu'est-ce qu'il va faire, parce que les étapes pour les sprinters sont pas données. Il y en a que 2 en vrai, enfin 2, 3. Ça va pas être forcément donné à prendre, donc curieux de voir ce qu'il va faire. Ouais, du côté des sprinters, on a des étapes qui semblent a priori propices pour se terminer au sprint. On a Montargis, la 2e étape, et on a aussi Sisteron, la 5e étape. Faudra voir ce qui se passera sur la première, une première étape qui devrait être assez ouverte. Il y aura peut-être quelques sprinters qui arriveront à passer dans le final. Les premières étapes de Paris-Nice, en général, il y a du mouvement, mais les sprinters arrivent à passer au moins une grosse partie. Je vois pas de raison pour lesquelles un Pedersen, Dely... Pedersen et Dely, non, mais en même temps, ils peuvent passer plein de trucs. C'est ça. Non, mais il y a quand même beaucoup de sprinters polyvalents. Il y a même, en dehors des deux, là, il y a Matthews, il y a Pitti, même dans les jeunes. Bon, on aura un bon gros sprint, au moins une 50aine de coureurs. Oui, c'est typiquement des Jacobsen, Groenewegen, c'est ce genre de sprinter qui peut avoir plus de mal à passer les petites bosses. Groenewegen, pourquoi il s'enchaîne à chaque fois les courses françaises où il n'y a pas une étape pour lui? C'est incroyable, quoi. Mais va, tirez-le, mon gars. C'est vrai que oui, les fois où il s'alignait sur le Dauphiné sans trop qu'on sache pourquoi. C'est Ewan, pour le coup, qui lui fait concurrence sur Tirreno. Mais bon, Ewan sur Tirreno, pas non plus... pas la valeur, donc je sais pas ce qu'il pourra le mettre là non plus. Et Johan, pour terminer sur Paris-Nice, un petit quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'on a évoqué, notamment du côté des étapes? Une équipe à suivre, je pense, c'est l'équipe Tudor, qui a un gros test important pour elle de est-ce qu'on est une équipe digne d'être invitée potentiellement plus tard au Tour de France ou des choses comme ça, là, avec une équipe, pas forcément équipe type, mais comme une grosse équipe avec Storer, avec Trentin. À suivre de s'ils vont exister dans la course, parce que Storer par exemple t'es pas mal à UAE, mais UAE c'est pas non plus le même genre de course pour Tour.
Est-ce qu'ils vont exister dans la course? Ça peut être marrant à suivre. Et puis sinon, évidemment, il y a l'étape au Montbrouilly parce que c'est la meilleure région de France, quoi. Voilà. L'étape est pas incroyable dedans. Le tracé est pas incroyable. Ils évitent quand même des trucs intéressants. Mais bon, ça finit au Montbrouilly, c'est le principal pour toi. Ouais. Oui, c'est vrai que pour l'équipe Tudor, alors je noterai aussi Arvid De Klein, hein, pourquoi pas pour les sprints. Ça peut typiquement, c'est typiquement le genre de grosse cote que je vois capable de remporter un sprint sur Paris-Nice. Donc faudrait faire attention. Parce qu'il a fait 3 fois deuxième sur le Tour des Émirats. Au sprint, un petit Caden Groves aussi, c'est des grosses cotes après sa Vuelta l'année dernière. Le plateau des sprinters, il est pas dégueu. Il y a du beau monde, hein, en effet. Mais ouais, pas beaucoup de. On a aussi du Danny Van Poppel, Arnaud Desmar, Brian Cocard, Gerben. Non, mais Desmar d'ailleurs, même Sam Bennett. Pour moi, il va être temps qu'il. C'est comme pour Godus, il va être temps qu'il fasse des trucs au sprint. Hein. Arnaud Desmar? Ouais, depuis son passage chez Arkea, il a fait un bon début une bonne fin de saison. Mais là, son début de saison, je l'ai pas trouvé très encourageant. Et j'attends qu'il fasse des bonnes choses quand même sur Paris-Nice. J'ai pas envie de dire qu'il faut qu'il gagne une étape, parce que bon, les opportunités, mais si on pouvait voir un petite réminiscence du démarre de... C'est quoi, c'est 2018 où il sort avec Alaphilippe? Ou 2017? Peut-être 2017, je sais plus. Mais par là, quoi. Ouais, voilà, c'est 2017. Voilà, Arnaud Desmar qui fasse plaisir à voir. Parce que là, on l'a senti un peu chahuté, notamment en début de saison. Là, à Kurn, tout ça, il était pas très content, je crois. Non, j'ai beaucoup d'attentes en début de saison. Bon, alors je pourrais te conseiller ce que fait Titouan sur David Godu, ne pas avoir d'attente, c'est le meilleur moyen d'être ravi. Ouais, mais... Bon, voilà, en tout cas, sur Paris-Nice, sur ce qu'on pouvait dire, on va pas consacrer 1 heure non plus, parce qu'on a aussi une autre course qui se déroulera en parallèle, à savoir Tirreno Adriatico, course italienne, qui aura d'ailleurs 2 étapes de montagne, si on peut le dire ainsi, alors qu'en général, je crois que par le passé, c'était plutôt une étape de montagne, et avec aussi une étape un peu de mur, très vallonnée, ce qu'on n'a pas forcément pour le coup. Mais on a bien l'étape, l'arrivée au sommet à Cagli Montepetrano le samedi. D'ailleurs, il faut quand même souligner la magnifique concordance des idées d'avoir Paris-Nice et Tirreno Adriatico qui disent tiens, on va faire tous les deux une arrivée au sommet le samedi. Super. Et bon, avec tout ça, vous aviez évoqué un petit peu, je crois, tout à l'heure, le fait qu'on a un certain Jonas Vingegaard qui est au départ de Tirreno Adriatico. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment la start list, ne serait-ce que provisoire officielle, même si on n'est plus qu'à quelques jours du départ. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Tadej Pogačar, lui, ne devrait pas être au départ, seulement sur les Strade Bianche, il reprendra ensuite du côté du Tour de Catalogne. Donc Jonas Vingegaard sur ce Tirreno Adriatico, est-ce que ça peut être un peu le grand épouvantail, le grand favori? Bah, disons que s'il met moins de 2 minutes au deuxième, ce sera une déception pour lui, quoi. Et une déception pour toi, dis-toi? Non, pas du tout. Johan, est-ce que t'es du même avis que Titouan sur le fait que Vingegaard devrait mettre 2 minutes à son dauphin? Alors, en vrai, peut-être qu'il mettra moins de 2 minutes. Et en vrai, est-ce qu'il pourrait pas être battu de la même manière qu'il avait été battu par Godu l'an dernier à Paris-Nice? En vrai, je pense pas, mais... C'est gentil d'avoir fait durer le suspense quelques secondes au moins. Non, mais il a l'air quand même encore plus en forme que l'an dernier, donc je suis pas convaincu qu'il va se faire battre. Après, peut-être qu'il va être dans le même état que l'an dernier à Paris-Nice, qu'il va lui en manquer un peu, et que, je sais pas, un Damiet, je sais pas qui va pouvoir l'accrocher dans l'école. Donc, il faut espérer. Après, oui, je pense que personne part confiant sur le fait qu'il va avoir de la rivalité, quoi. Après, juste quand tu dis il faut espérer, c'est juste... C'est entre guillemets pas contre Vingegaard, hein, c'est pour avoir une course ouverte et que le vainqueur soit pas désigné dès le premier jour, quoi. J'ai pas spécialement envie qu'il gagne non plus, hein. Non, mais oui, c'est pour avoir une course plus intéressante, parce que si t'as le mec qui se barre tout seul à 8 bandes de l'arrivée au sommet et que derrière son équipe cadenasse toute la course, c'est pénible, hein. Oui, c'est sûr que forcément, si on a un peu la même chose qu'il le montre cette année, qu'il a montré l'année dernière sur au moins au Grand Camino, bon, ouais, allez, c'est sympa, on va faire comme en F1, on va regarder la deuxième place. Hein.
Après, pour se rassurer, si on veut se rassurer sur ça, Vingegaard a quand même été globalement dans les courses par étapes les plus intéressantes de l'année dernière, quand bien même il écrasait la course. C'était pas les pires courses par étape de la saison. Allez, merci de nous laisser un petit peu d'espoir, Johan, dans tout ça. Anselme, toi, à quel point tu crois en Jonas Vingegaard pour ce Tirreno Adriatico? Bah, il fait office de favori, hein, on va pas se mentir. Puis son Haut Grand Camino montre que bon, il est pas du tout à court de forme. Mais je vais suivre attentivement le petit Juan Ayuso qui fait un très très bon début de saison et que notamment avec son équipier Yates peuvent jouer, je pense, les troubles faits et venir pourquoi pas créer la surprise et priver le Danois d'une victoire annoncée. Pourquoi peut-être Juan Ayuso plus qu'un autre, ou même ne serait-ce que Adam Yates par commencer par ce qui est chez les coureurs, annoncé pour l'instant Parce du que côté du AE? priori, en ce moment, il vaut mieux être jeune pour gagner, c'est la tendance. Et Yates, bon, il a gagné l'UAE. Non, bah non, il a pas gagné l'UAE, il a gagné à Oman. Mais je le vois pas gagner Tirreno. À la rigueur, je le vois bien accrocher la roue de Vingegaard, tout ça, mais je sais pas, je vois un Ayuso plus hargneux, plus d'envie pour aller gagner. Et on a vu que dernièrement, les jeunes ont quand même tendance à bousculer un peu la hiérarchie. Et Ayuso, bah, on sait depuis un bout de temps que c'est potentiellement un tout bon. Donc, cette saison, je pense que ça peut être la bonne pour lui et venir chercher ses premières victoires en World Tour. Titouan, Ayuso, ça peut être, comme expliquait Anselme, le principal adversaire concurrent de Jonas Vingegaard? J'ai du mal à imaginer ça quand on a vu sa performance aujourd'hui, on enregistre, au Trofeo Legeglia. Bon, certes, il avait des équipiers à l'avant. Enfin, la course tactique a fait que il n'a pas forcément pu exprimer toute sa forme, mais j'ai du mal quand même. Enfin, il n'a pas été impérial. Il n'a pas été assez impérial pour me faire dire que il peut rivaliser avec Vingegaard. Il arrive quand même à faire le jump sur le groupe d'intercalés de derrière. Non, mais encore heureux qu'il arrive à boucher un trou de 20 secondes sur Scaroni. Bah ouais, mais c'est le seul à le faire. Donc ça montre quand même qu'il a des jambes. Il a les jambes, mais sur sa classe, ça me semble assez logique. Mais j'ai du mal à penser que ce sera lui le grand concurrent de Vingegaard. Enfin, en tout cas, pas plus que Yates. Ayuso, sans problème, il fait podium. Mais je pense pas qu'il sera nécessairement meilleur qu'un Carapace, même qu'un O'Connor, qui a été très bon dernièrement. Donc, ça reste très ouvert. Je vois pas de grands favoris pour la deuxième place. Enfin, un qui se détache. Je vois assez à égalité les O'Connor, les Hindley, même Eudes de Brooks, pourquoi pas, pour aller pour aller derrière son leader. Ouais, donc t'imagines même Vingegaard renversé en interne? Peut-être non, pas renversé. Que Eudes de Brooks fasse. Oui, que Visma fasse le doublé. C'est ça, un doublé comme ils en ont l'habitude maintenant. Ouais, ça ne me choquerait pas. C'est le scénario qui me semble presque pas plus envisageable, mais assez probable. Et si on part du principe que Jonas Vingegaard est le favori, le coureur entre guillemets qu'il faut faire tomber, renverser dans cette lutte pour le classement général sur Tirreno Adriatico, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement de la part de ses adversaires, comme vous avez cité avec des Juan Ayuso, Adam Yates, Ben O'Connor, Richard Carapace, j'avais noté également Jay Hindley, Henrik Mas, tiens, pour faire plaisir à Anselme. Le tenter des coups, ça peut être compliqué, mais tu as la cinquième étape là, qui arrive à Valle Castellana, où tu as le San Giacomo, qui est le sommet à 20 bornes de l'arrivée. Tu peux pourquoi pas tenter quelque chose. Après, c'est clair que sur Paris-Nice, ça aurait été plus facile de dynamiter la course que avec le profil qu'on a à Tirreno. C'est-à-dire que le parcours de Tirreno est pas forcément propice à tenter quelque chose et que ça conviendrait parfaitement à un système un peu d'écrasement que mettrait en place la Visma Lease the Bike pour Vingegaard. Ouais, bah c'est clairement pas on va dire
un parcours pour tenter des coups de loin. Après, on sait jamais, hein, c'est les coureurs qui font la course. Donc tout est possible. Voilà, merci pour ce pensif qui coule de source, hein, on va dire. Johan, qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ce qui serait possible de faire pour battre Jonas Vingegaard? J'ai pas l'impression qu'il y a un terrain qui soit particulièrement propice à attaquer Vingegaard, dans le sens où en fait toutes les petites étapes avec des petits cols, des petits machins, même si c'est un peu plus loin de l'arrivée, en fait, Vingegaard il va être très très à l'aise dedans et pas spécialement être pris en défaut. Euh, pour moi, la seule, soit il y a quelqu'un qui sera plus fort que lui, ou à son niveau et ça va jouer au bonif, et voilà. Soit s'il peut arriver quelque chose, c'est dans la dernière étape, un mouvement de peloton et Vingegaard qui se fait piéger dans un peloton, mais le problème c'est qu'il y a quand même une équipe qui va rouler devant et que c'est pas le coureur le plus probable à qui ça arrivera. Donc. Mais pour moi, c'est les deux configurations où c'est possible. Je vois pas trop de tactique de course qu'on pourrait vraiment faire pour mettre en difficulté de manière spécifique. Après, peut-être qu'une équipe va vouloir faire éclater la course partout et peut-être qu'il y aura des ouvertures, mais c'est pas un plan précis qu'on peut mettre en place. C'est quoi? C'est dû au parcours? C'est dû à la force de Vingegaard et de son équipe Visma Lease the Bike C'est dû principalement à force de Vingegaard et de son équipe, où en fait, si tu le mets en montée, un peu quelle que soit la montée, c'est dur de le mettre en défaut. Donc, il y a pas sur Tirreno, tu n'as pas de terrain autre qui permet vraiment de mettre Vingegaard en défaut, comme il pourrait être mis en défaut sur un Paris-Nice. Donc, à partir de là, faut espérer des coups un peu inattendus, des mouvements de course, des trucs, mais c'est plus aléatoire. En petit toit, tu rejoins Johan Anselme sur le fait que les scénarios qui permettraient de mettre en danger Jonas Vingegaard sont pas forcément les plus évidents. Il faudrait peut-être principalement que Vingegaard soit moins en forme que prévu. Ouais, la seule tactique pour battre Vingegaard, j'ai l'impression que c'est être plus fort que lui là sur cette course. Mais bon, c'est pas la plus simple. Non, il y a qu'une seule étape où il pourrait être piégé, mais vraiment que les favoris soient très très déterminés et qu'ils aient la force. C'est sur l'étape 4, il y a un col en début de course, un coup qui part avec beaucoup de favoris. Ça pourrait piéger Vingegaard, mais là aussi, il y aura les Jumbo qui vont rouler derrière et j'ai du mal à imaginer. Vraiment, je vois pas sur quelle étape, en fait, Vingegaard pourrait être mis en défaut. Oui, en défaut. Ouais. Malheureusement, le parcours se prête pas à des grands coups de folie. Ça va très probablement se jouer sur les étapes 5 et 6, avec les gros cols. Et c'est vraiment pas des endroits où il y a des marges de manœuvre, quoi. Surtout qu'on n'a pas de définitive, donc on ne sait pas les collectifs à quel point ils seront denses, mais a priori rien n'indique qu'il y aura une très grosse densité autour des autres leaders. Après, le parcours est plutôt bien, hein. C'est plus intéressant que souvent sur Tirreno, mais jusque-là, je n'ai pas l'impression que ça donne des opportunités particulières par rapport à la configuration Vingegaard contre les autres, quoi. De toute façon, c'est un peu le problème de toutes les courses où il y a ce qu'on appelle les mutants, c'est que c'est dur de trouver des espaces pour les battre, tellement ils sont forts et polyvalents. Donc, et Vingegaard faisant partie d'eux. Oui, il faut vraiment élever son niveau et à la fois qu'il soit peut-être un peu moins bon que prévu, comme David Gaudu avait pu le faire sur Paris-Nice l'année dernière. C'est un petit peu ça, quoi. Ouais, exactement. Bon, voilà, en tout cas, on va pas non plus être trop défaitiste, hein. On va pas non plus crier de victoire pour Vingegaard avant le départ de la course non plus. On sait pas ce que la course nous réserve, et comme l'a si bien dit Anselme, les coureurs font la course. Un petit mot sur nos coureurs français, quand même, qu'on aura au départ de ce Tirreno Adriatico. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux, que ce soit pour le général ou pour autres, les étapes aussi faudrait savoir qui est au départ déjà, parce que il n'y a pas énormément de Français annoncés. Sur ceux qui sont pour l'instant mis, il y en a deux que je retiens, moi, qui viennent pour, à mon avis, leur premier vrai test de la saison. C'est Grégoire pour FDJ et Alaphilippe pour Soudal. Les deux, il y a un parcours, il y a une ou deux étapes qui peuvent leur correspondre. Et je sais pas si à une époque, Alaphilippe, on l'aurait cité en favori pour aller chercher une étape. Aujourd'hui, il est un peu en deçà de son niveau d'il y a quelques années. Mais
Bah, c'est des coureurs que pourquoi pas venir aller chercher un petit podium ou un truc comme ça. Après, pour le général, il y a pas vraiment de leader français, donc et avec les étapes de montagne, ce sera trop dur pour Grégoire ou Alaphilippe, je pense. Donc plutôt regarder sur un Ben O'Connor pour l'équipe française pour Décathlon. Est-ce que Guillaume Martin ou Martinez, ils font pas le Tirreno? Guillaume Martin, il me semble que c'est prévu, il fait l'Estradé, donc ça m'étonnerait qu'il fasse pas Tirreno après. C'est là où c'est pas forcément évident de forcément parler de la course avec ne serait-ce que quelques jours d'avance. Voilà, quand on a des courses qui te donnent pas là, vraiment les start list provisoires. Alors j'avais vu sur Far Cycling, j'essaie de retrouver un peu si j'ai la source, que Romain Bardet serait au départ du côté de l'équipe DSM. Ça c'est pas mal. Ah, Bardet, ça peut jouer au moins top 10. oh oui, voire top 5 vu la concurrence. Ouais. Ouais, top 5, ça dépendra des niveaux de forme, mais je le vois pas devant déjà Mas, Carapaz, O'Connor, Vingegaard, Ayuso, Yates. Ouais. Ouais, parce qu'on a eu tout un discours sur Ayuso, il est pas si terrible, machin. Ayuso, il mettait la piquette à Bardet sur Non. pour Mardèche. Donc. Bardet par Ayuso, c'est bon, malheureusement. Mais j'y crois. Enfin, un top 5 est du domaine de l'envisage avec de toute façon top 10. Ah ouais, non, c'est possible. S'il est monté en puissance, tout ça, il y a moyen. Mais j'ai envie de dire, il faut au moins top 10. Le top 5, ce serait pas mal. Mais Oui, objectif top 10 plus probable. Mais sinon, celui qu'on n'a pas cité dans les Français, c'est aussi Kevin Vauquelin. Bon, peut-être pas pour. Qui sera moins fort que d'autres Français comme Bardet ou même Grégoire. Mais je serais curieux de voir ce qu'il va faire. Pas pour une reprise, parce que bon, il a déjà couru cette saison, mais moi, curieux de voir ce qu'il va faire sur un vrai gros enjeu. J'ai du mal à voir ce qu'il peut faire en montagne, moi. Pour une course chrono vallon, ouais, mais là, avec l'étape de montagne, Ah, justement, c'est la grande inconnue. Il me semble que l'année dernière, il était censé faire vraiment de la montagne et qu'il avait shooté, qu'il n'avait pas pu s'exprimer. ouais, c'est ça. Sur la Couillole l'année dernière, il finit 19e à 5 minutes de Pogacar. Donc, je crois justement qu'il avait shooté. C'est ça qui avait été frustrant pour les Arkea fans que l'on salue. Mais avec le chrono, quoi, enfin, il n'y a qu'un chrono. Et les montées sont pas si difficiles, il n'y a pas d'enchaînement de col. Ça peut peut-être jouer un top 15 et ce sera au moins surveillé pour voir ce qu'il peut faire à l'avenir. et puis il aura un Rodriguez qui de toute façon lui joue sa placette au général, il pourra l'accompagner. Non, ils peuvent mettre un gars dans les 15, Arkea, pourquoi pas, ouais. Donc en termes de général, on peut viser peut-être un petit top 10 avec du Guillaume Martin, du Romain Bardet, et on peut ajouter peut-être un top 15 pour Kevin Vauquelin, si on fait le bilan. Pourquoi pas, ouais. Et après, du côté des étapes, en élargissant aux coureurs français, il n'y a pas que, bien évidemment, même si on n'a pas encore, je le répète, malheureusement, une start list un petit peu élargie pour en savoir un peu plus sur les coureurs qui seront au départ, mais quel coureur vous semble particulièrement intéressant? Peut-être notamment du côté des sprints, puisqu'on devrait avoir jusqu'à 3 sprints, je crois, sur ce Tirreno Adriatico. Au pif comme ça, Philipsen peut-être. Vraiment au pif. Vraiment. Non, il y a un bon plateau de sprinters. Moi, j'attends de voir ce que va faire Jonathan Milan, notamment, parce que après sa saison l'année dernière où il s'est vraiment révélé, là, il va être vraiment confronté à ce qu'il y a de mieux, avec Merlier notamment qui sort d'un gros UAE Tour. Et puis il y a un peu on va dire pas des inconnus vraiment, mais Dainese, j'attends de voir parce qu'avec Tudor, là il aura vraiment, on va dire, son équipe pour lui. Là où chez DSM, on savait jamais trop. Après, Dainese pour l'instant, je le vois annoncé avec Marius Mayhofer. L'année dernière, DSM préférait faire sprinter Mayhofer que Dainese, donc on sait jamais. Hein. Après, c'est DSM, c'est quand même particulier. Ouais. Là, chez Tudor, normalement, j'espère, et puis ils ont pas le choix, il faut pas qu'ils se ratent, donc j'espère qu'ils seront clairs. J'attends de voir aussi Ewan, parce que bon, son retour chez Jayco, c'est plus ou moins bien passé. Bon, il a gagné à Oman, mais c'est un peu sur courant alternatif. Et puis,
Petite question aussi, c'est est-ce que Ghana il va tenter de faire les sprints ou il va rester calme? Ah bah, il faudra voir, hein, mais pourquoi pas, hein. On a vu que sur la dernière Volta, il était capable, pas forcément de lever le cul de la selle, mais il pouvait être là. Ouais, il a montré qu'il aimait bien se mêler un peu à la lutte par moment, des fois. Titouan, justement, alors on s'axe sur les sprinters, parce que c'est la deuxième catégorie de coureurs principalement qu'il y aura à suivre hein, sur ce Tirreno après les grimpeurs. Est-ce qu'il y a un nom qu'Anselme aurait oublié? Ouais, j'aimerais bien citer quand même Phil Bauhaus. Bon, Il y en a d'autres que j'ai oubliés. Ouais, Vas-y, excuse-moi. non, puis après, ouais, le problème, c'est que la start list était tellement pas complète. Enfin, Q36, par exemple, pour y avoir Moschetti, s'il s'est bien remis de sa chute. Israël, ils auront sans doute un bon sprinter aussi. Ouais, mais j'attends beaucoup de Milan, quand même. Personnellement, voir ce qu'il va faire. En plus, entre guillemets, à domicile. Ça reste d'être intéressant à voir. Et bon, pour les étapes, je pense que ça va être les sprints qui seront le plus intéressants parce que il n'y a qu'une étape un peu punchy où là, on pourra avoir du Pidcock, du Alaphilippe, même du Zingley qui pourront se battre. Ce sera assez sympa à voir. Ça va changer un peu. Bon, pour le reste, ouais, ça va être les batailles de sprinters, ça va être vraiment sympa à voir, plus que sur Paris-Nice peut-être même. Mais Johan, pour terminer, par rapport à ces étapes Je trouve pas qu'il y ait d'étapes qui semblent très pro-baroudeur, donc je trouve que la Startis est moins intéressante à lire que celle de Paris-Nice, de manière générale. Après, je sais pas, suivre un Ben Illy ou un Magnus Cort Nielsen, je pense que c'est des coureurs qui peuvent être sympas à suivre, des Ivan Garcia Cortina, des coureurs un peu marrants comme ça, qu'on va voir peut-être un peu partout toute la semaine, quoi. Ouais, il y aura de quoi faire aussi en dehors des sprinters. En effet, il y a des coureurs qui pourraient mettre un petit peu d'animation par-ci par-là. Parce que je vois notamment, j'évoquais 3 sprints, mais typiquement la 4e étape, c'est loin, très loin d'être assuré que se termine au sprint, hein. Un profil qui peut être plutôt intéressant. Bon, pour finir côté sprinter, Anselme, tu disais ouais, j'en ai oublié quelques-uns. Je crois qu'il y en a notamment un que t'as oublié. Certain de Tim Merlier. Hein. Ah non. Non, si, j'en ai parlé de Merlier. Ah, t'as parlé de Tim Merlier. Ah, pardon. Ouais, il sort du tour quand même, je vais pas l'oublier. Non, il y a Cavendish, en fait. Savoir, est-ce que cette dernière année, il peut se dire peut-être qu'il est en bonne forme, il va pouvoir aller chercher une étape sur le tour, ou est-ce qu'il va être dépassé comme on peut s'y attendre? Bon, ouais, il faudra voir ça. Après, l'année dernière, c'était pas forcément très évident avant le Tour de France, puis il a réussi à faire un podium. Ouais, c'est vrai. Même si bon, il y avait eu aussi le Giro au passage, mais comme quoi les grands tours, ça peut changer un Mark Cavendish. Ouais. En tout cas, sur ce Tirreno, je le vois pas aller chercher. Enfin, ce serait une grosse surprise s'il avait gagné une étape. Bon, justement, comme j'évoquais Tim Merlier, j'aurais quand même, moi de mon côté, j'ai quand même bien hâte de voir le duel un peu Merlier-Philipsen, parce que sur le Tour des Émirats, Merlier était impressionnant. Il a perdu que parce qu'il avait crevé et encore il perd la photo finish. Donc là, face à Philipsen, qui était l'année dernière largement le meilleur sprinter du monde, ça peut donner quelque chose de très intéressant quand même, sur le papier. C'est peut-être là où ça sera le plus serré, hein. En effet, comme vous l'évoquiez. Et avec tout ça, on va approcher de la fin de ce podcast et on va finir par un prono sur les Strade Bianche, qui sont ce samedi. Là, pour le coup, c'est bon, on a la start list, hein, puisque la course est un petit peu plus proche de la date à laquelle on enregistre. Forcément. Quel serait, messieurs, votre prono, votre favori sur ce parcours qui a été, on va quand même le préciser, un petit peu allongé hein, par rapport à d'habitude. On aura quand même 215 km, alors que, il me semble, les années précédentes, c'était plutôt aux alentours de 180-185 km. Donc, on dépasse les 200 bornes pour ces Strade Bianche 2024. Allez, Anselme, pour commencer, ton prono pour les Strade Bianche ? Je vais pas sortir un nom de Movistar. Là, tu m'étonnes quand même, Anselme. Là, tu m'étonnes. Même si on a un ou deux, dont un notamment une nouvelle recrue là, qui a déjà fait podium là, et pourquoi pas. Non, moi je vais plutôt partir sur un IF et pourquoi pas un Paul S. Titouan ? Je vais dire évidemment Pogacar, mais sinon en dehors de lui, je vais surveiller Madouas, moi, pour les chances françaises aussi. Parce que la course est rallongée cette année, donc vu que ça lui convient quand ça fait plus de 200 bornes, Est-ce que 215 n'est pas un peu trop court pour lui ?
Lui, il faut Bordeaux-Paris, donc c'est jamais assez. Mais non, j'y crois un peu, à voir son niveau de forme, mais il s'est voulu rassurant chez West France, donc on y croit. Bon, il faudra suivre ça, évidemment. Et Johan, pour terminer, ton prono pour les Strade Bianche? Lotto Kopecky, je pense, vu la forme. Ah oui, Geoffrey n'est pas là, mais il faut forceur. quand même citer Lotto Kopecky. En effet, Kopecky qui nous a fait un sacré numéro, elle aussi, autour des Émirats. Qu'elle a gagné. Ouais, qu'elle a gagné en gagnant l'étape d'un col en montagne. C'est un peu déprimant. Ah, c'est tout faire maintenant, hein. C'est pas pour rien que SD Works a souhaité la prolonger, quoi. C'est pas pour rien qu'il y a des rumeurs qu'il garderait plutôt Kopecky plutôt que Vollering. Et Vollering qui se barrerait ailleurs, quoi. Mais, Ah, ça pourrait changer des choses, c'est vrai, ça, c'est du côté du peloton féminin avec la domination des SD Works. On note Kopecky en tout cas, puisqu'il faut pas oublier qu'il y a bien sûr aussi la course femme, hein. Il n'y a pas de Tirreno féminin, mais il y a un Strade Bianche féminin. Et donc pour la course masculine, je dirais Christophe Laporte. c'est pas, ça va pas trop monter pour Christophe Laporte? Ouais, il grimpe pas si mal, hein. De toute façon, t'as toujours eu des Flandriens qui passaient plus ou moins les Strade Bianche, des Stibar, des Cancellara, donc des Moser, des Sagan. Donc je pense pas que ça monte trop pour lui. Après, je sais pas s'il peut suivre l'autre fou furieux, mais dans les coureurs derrière, c'est quand même un des plus monstrueux actuellement sur les classiques. L'autre fou furieux, tu fais référence à un certain Tadej Pogacar. Oui. Je présume. Non, je parlais de Bastien Tronchon qui va évidemment gagner. Ah oui, Bastien Tronchon aussi, sacré phénomène, et sacré début de saison aussi, hein, pour le jeune français de décathlon en G2R la mondiale. Bon voilà, on a bien évoqué avec tout ça Paris-Nice, Tirreno Adriatico, et donc on termine avec ses pronostics pour les Strade Bianche ce samedi. Merci beaucoup Titois, Anselme et Johan d'avoir été en ma compagnie pour faire ces présentations, puisqu'on a évoqué plusieurs courses. Pour le prochain podcast, eh bien, on se retrouvera d'ici 2 semaines pour débriefer justement Paris-Nice et Tirreno Adriatico. Et en attendant le prochain podcast, eh bien, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Threads. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.